Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue sur la THM, la télévision à votre image. Aujourd'hui, à l'émission Les Beaux Dimanches, nous allons aborder le thème engagement communautaire. Sur ce thème, nous allons essayer de répondre à 3 questions principales. Qu'est-ce que l'engagement communautaire? Pourquoi s'engager dans sa communauté et comment le faire? Pour alimenter le sujet, nous avons comme invité 3 responsables d'organismes communautaires à Montréal. Il s'agit de Madame Marie-Claudette Syriac, qui est fondatrice de Edmondoc, Harry Max Prochette, coordonnateur de projet de l'Association Solidarité Aquinoise, et Madame Marjorie Villefranche, directrice de la Maison d'Haïti. Pour chacun de vous, qu'est-ce que c'est l'engagement communautaire? Bon. Pour moi, l'engagement communautaire, c'est d'aider les plus démunis. Aider les plus démunis, si par exemple, je donne un exemple vivant, si je prends à Dokajou, la localité où je suis née, dans cette localité-là, si quelqu'un est malade, on n'a pas d'accès à un hôpital. Donc, il faut que le paysan coupe 2 branches de bois, démonter 2 portes d'une maison pour fabriquer une civière artisanale pour l'emmener cette personne-là à Bellader. Donc, c'est vraiment difficile et c'est pour ça qu'on est conscient qu'il faut qu'on se met ensemble pour aider les plus démunis de chez nous et partout dans le monde, quoi. Merci. Max Brochette? Bon, elle a donné un exemple concret d'un engagement. C'est un engagement, en principe, c'est une participation active au niveau de la communauté pour au moins aider à améliorer sa condition générale et son bien-être en particulier. Marjorie Villefranche. Alors, l'engagement communautaire, pour moi, c'est que, en fait, tout le monde vit dans une communauté. Personne ne vit tout seul comme ça dans les airs. Donc, on vit dans une communauté et si la communauté va bien, c'est parce qu'il y a des personnes qui se sont engagées à faire attention à tout le monde pour que les gens aient des bonnes conditions de vie. Donc, l'engagement communautaire, pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, on doit à notre communauté, à la communauté dans laquelle on vit. Ça peut être une communauté montréalaise, on peut la regarder comme on veut, montréalaise ou aquinoise, etc. Mais c'est vraiment de s'engager au mieux-être de sa communauté pour la bonne raison qu'on fait partie de cette communauté. Et à quoi peut-on associer le thème engagement communautaire? Collectivité. Collectivité, un but commun. Le bien commun. Le bien commun. Peut-être un jeune qui nous écoute, qui nous suit à THM, peut se demander, mais pourquoi? Par exemple, moi, je suis bénévole. Assez souvent, on me demande pourquoi vous faites du bénévolat. Mais parce que, juste comme je le disais tout à l'heure, parce que je pense que c'est important de contribuer au bien-être de sa communauté, parce que c'est comme vous allez demander aussi pourquoi est-ce que quelqu'un s'engage en politique. En principe, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on veut servir, on veut le bien-être de sa communauté. Donc, pourquoi s'engager? C'est pour donner aussi un sens à sa vie, à qui on est. Parce qu'on peut toujours continuer à vivre d'une manière très égoïste, à continuer à vivre, amasser des choses, une belle voiture, un beau travail. Et puis à la fin, on se dit, mais en fait, à quoi ai-je contribué? Parce qu'en fait, il y a aussi le bilan de ce qu'on est. À un moment donné, on se dit, mais à quoi j'ai contribué en fait? Donc je pense que c'est important. Oui, c'est une contribution qui nous aide nous-mêmes aussi. Parce que quand on est de la communauté, s'il y a un bien-être au niveau collectif, nous, on bénéficie, on participe aussi à ce bien-être. Donc, en conséquence, c'est pour ça qu'il faut avoir une contribution. Si tout le monde sait que je fais rien pour ma communauté, alors la communauté va péricliter de cette façon-là. Même les communautés les plus avancées ont besoin du bénévolat, ont besoin des actions de chacun de ses membres. C'est pour ça qu'il faut cette participation. On apprend de cette participation. On ne lui donne pas seulement, mais on reçoit de cette participation aussi. Et qu'est-ce qu'on peut recevoir en termes d'avantages ou en termes de bénéfices à s'engager dans sa communauté? On apprend, même le fait de travailler en communauté, parce que quand on est bénévole, on ne travaille pas seul. On travaille avec une équipe, et avec cette équipe, on apprend nous-mêmes aussi. Et on constate aussi. Et c'est pas pour rien que les gens, c'est important dans son CV de mettre qu'on est bénévole. Parce que c'est un plus, c'est une expérience, c'est
c'est un signe de votre personnalité aussi de dire que vous avez fait du bénévolat ou que vous êtes un bénévole quelque part. Comment peut-on s'engager dans sa communauté? L'engagement dans la communauté peut prendre diverses formes. Même un engagement à la politique, c'est un engagement communautaire. Mais on peut s'engager comme bénévole auprès de n'importe quel groupe. Un groupe sportif, ça peut être au niveau de l'hôpital, ça peut être n'importe quel groupe organisé, au niveau de sa classe pour un étudiant qui participe. Et c'est un engagement. Ça peut prendre plusieurs formes. Okay. Et si on le prend dans un sens communauté ethnique, par exemple, nous sommes une communauté haïtienne. Comment aujourd'hui on peut s'engager dans notre communauté à nous? Il faut s'engager, moi je trouve qu'il faut s'engager dans notre communauté, disons qu'on parle de la communauté haïtienne par exemple. Je crois que la communauté haïtienne représente une force au Québec. Représente une force parce que on est la plus grosse communauté ethnique née dans un autre pays. D'accord? Parce qu'on peut parler de la communauté italienne qui est grande, mais ils sont nés ici. D'accord? Donc des personnes nées en dehors du pays, on est la plus grosse communauté. Donc on peut représenter une force aussi pour notre développement, mais pour le développement aussi du Québec. Donc je pense que quand on s'engage dans la communauté, c'est parce que aussi on veut que cette force agisse d'une manière positive et on veut que cette force aille plus loin, on veut la faire progresser. Et je pense que c'est important aussi à ce niveau-là de s'engager. Si on est là et nous on est capable, pourquoi ne pas aider les autres à se prendre en main pour contribuer au pays d'accueil aussi? Et concrètement, comment est-ce qu'un jeune peut s'impliquer dans la communauté, en faisant quoi, par exemple? Je pense que M. Prochette avait donné quelques exemples, parce qu'en fait, quand on regarde, par exemple, il y a beaucoup d'écoles qui, dès le secondaire 4, secondaire 5, demandent aux jeunes de s'impliquer dans la communauté. Parce que moi, je fais même la différence entre faire du bénévolat et l'implication communautaire. Parce que l'implication communautaire peut aussi être des convictions qu'on a, des convictions politiques qu'on a aussi, qui peuvent faire qu'on a un engagement communautaire. Et on demande déjà aux jeunes de le faire parce que c'est un signe d'intégration, c'est un signe qu'on s'intègre, c'est un signe qu'on fait partie de la communauté, c'est un signe aussi qu'on devient un acteur du changement de la communauté. C'est un signe qu'on n'est pas un sujet, qu'on n'est pas là à subir, mais qu'on agit. Et je pense que ça fait partie de l'éducation des jeunes, de demander aux jeunes de s'impliquer dans sa communauté. Et je pense que personne ne peut vivre sans communauté. Vivre isolé, c'est une vie misérable. Et je pense qu'on a besoin d'une communauté pour vivre. Et donc le jeune, il peut s'engager, comme le disait M. Prochette, à l'école. Il peut s'engager à faire des activités sportives dans son école. Il peut s'engager dans un organisme communautaire à faire des choses. Il peut s'engager aussi dans toutes sortes d'endroits, y compris en politique, y compris les actions politiques. Alors, je sais qu'il y a deux façons de s'impliquer dans le communautaire, en fait, mais qui est payé et qui n'est pas payé, par exemple, dans un organisme communautaire? Qui est payé, qui n'est pas payé, dans le sens que l'organisme communautaire lui-même, en tant que tel, c'est un organisme qui est subventionné. Donc, c'est pas ça, on parle de la maison d'Haïti. C'est un organisme qui est subventionné, d'accord, et qui est subventionné pour donner des services et pour agir et pour faire quelque part s'occuper de certaines zones dans un quartier. Donc bien sûr, les personnes qui dirigent et les personnes qui sont qu'on appelle les intervenants sont des personnes qui sont payées en effet. Mais en dehors de ces personnes qui sont payées pour maintenir le service tous les jours, le service quotidien, il y a énormément de bénévoles. Un organisme communautaire ne pourrait pas tenir le coup sans les bénévoles. Il n'y a pas assez d'employés. Alors, cela revient à, est-ce que vous pouvez établir la différence entre le conseil d'administration et le comité de direction ou la direction tout bonnement? Le conseil d'administration, comme beaucoup de conseils d'administration, sont des personnes qui sont bénévoles. Ok. La majorité, c'est des bénévoles. Et la direction? La direction, c'est le conseil d'administration qui est en haut, il y a la direction. La direction, c'est la personne ou le groupe de personnes qui exécute et qui fait fonctionner réellement. L'administration détermine les grandes lignes, les grandes orientations d'un organisme. Mais c'est le directeur ou l'équipe de direction qui travaille au quotidien pour arriver à atteindre les objectifs fixés par le conseil d'administration. Alors je vais revenir à la question précédente. Qui de ces deux groupes sont payés? Eh bien, la direction est payée habituellement, le plus souvent, mais le conseil d'administration, c'est du bénévolat. Mais avec parfois des frais
des déplacements ou un repas ou quelque chose comme ça, mais qui n'est pas une rémunération. Ça, c'est une forme d'engagement extrêmement importante parce que les organismes qu'on appelle sans but lucratif, donc les OSBL, ne peuvent pas fonctionner sans conseil d'administration. C'est obligatoire qu'ils aient un conseil d'administration. Et avoir un conseil d'administration, ça veut dire qu'on demande à des citoyens de se réunir régulièrement pour gérer, pour s'occuper d'un organisme. Donc ça, déjà, c'est une grosse implication. Et c'est extrêmement important d'avoir des personnes qui font partie du conseil d'administration. Et qui peuvent faire partie des conseils qui sont ces gens? Est-ce que c'est un jeune de 18 ans ou est-ce que ça demande un âge minimum? Est-ce que ça demande un emploi ou etc.? La plupart du temps, on trouve sur les conseils d'administration des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui parfois proches de leur retraite ou des personnes qui sont retraitées. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine dans lequel ils ont travaillé ou excellé déjà. Ils amènent beaucoup au niveau du conseil d'administration. Mais il y a des jeunes aussi qui sont soit à l'école ou des jeunes qui travaillent et qui participent aussi. Ça donne une autre vision de la réalité. Quand il y a de plusieurs âges, de plusieurs générations et des hommes et des femmes au niveau du conseil d'administration, et avec des compétences différentes. Habituellement, un conseil d'administration, généralement, n'est pas composé de médecins ou composé de professeurs ou composé d'un groupe professionnel comme tel. C'est beaucoup de personnes avec beaucoup d'expérience. Mais c'est les gens qui vivent dans la communauté, ou parfois qui ne vivent pas dans la communauté, qui vivent dans une autre communauté, mais qui amènent leur contribution à cette communauté-là. Et une expérience, qu'est-ce que ça peut apporter personnellement dans un organisme communautaire, par exemple? L'expérience, c'est-à-dire que l'organisme communautaire, il y a un conseil d'administration qui regarde, parce que l'intérêt du conseil d'administration, c'est qu'il est un petit peu au-dessus, donc il a une vue d'ensemble de ce qui se passe. Et quand on a de la sagesse, quand on a une expérience, on est capable de voir des choses et de voir peut-être des choses que la direction n'a pas vues ou que l'intervenant n'a pas remarquées. Et donc c'est ça aussi, c'est aussi d'utiliser son expérience pour aider un organisme à progresser, à avancer, à faire des choses intéressantes. Par exemple, quelqu'un qui a travaillé en ressources humaines au niveau d'un conseil d'administration, il peut regarder comment ça fonctionne, comment la direction rapporte pour le personnel, il peut regarder ça et d'après son expérience, amener des éléments qui peuvent consolider l'équipe qui travaille, soit l'équipe payante et l'équipe bénévole aussi. Il peut l'amener. Quelqu'un qui est comptable peut amener, quelqu'un qui est avocat, en regardant les textes, nous amène à faire des petites corrections, à faire des virgules ou un changement de mots qui nous permet de fonctionner dans la légalité. C'est assez pointu. Et l'expérience, c'est aussi, par exemple, à la Maison d'Haïti, dans nos statuts et règlements, c'est obligatoire d'avoir 2 usagers, donc 2 personnes qui utilisent les services de la Maison d'Haïti dans le conseil d'administration. Et pourquoi? Parce que leur expérience d'utilisateur de la Maison d'Haïti est importante. Parce qu'eux, ils peuvent dire des choses que nous, on n'a pas vues, ou que, vous comprenez? Donc, chaque organisme a ses règlements. Et en tant que bénévole, quelles sont les tâches? Qu'est-ce qu'on peut apporter en général comme bénévole dans un organisme communautaire? On peut amener beaucoup comme bénévole. Moi, je prends comme exemple, nous, on est associés pour faire une foire santé. On a plein de jeunes qui sont des bénévoles qui viennent, qui dirigent les gens dans les tables de consultation et d'évaluation. C'est des jeunes. Il y a des personnes beaucoup plus adultes qui sont là pour soit distribuer à manger. Il y en a qui font les pancartes. Donc, c'est beaucoup de formes que peut prendre un bénévolat. Et le but ultime de ce bénévolat, c'est de sensibiliser les gens à être en bonne santé. Donc même si dans la journée, on vous a demandé de faire l'accueil et de faire remplir le formulaire d'accueil à quelqu'un, on a passé toute sa journée à faire ça, mais ultimement, on sait qu'on a contribué à sensibiliser des gens à rester en bonne santé. Alors, admettons que je suis un jeune qui ne veut pas entendre parler du bénévolat. Donc, je dirais que ça ne m'intéresse pas. Comment pouvez-vous me convaincre à faire du bénévolat, par exemple? Tantôt, Marjorie avait dit l'engagement communautaire n'est pas égal au bénévolat comme tel. Parce que l'engagement communautaire, même m'associer au groupe de baseball ou de basket qui est dans ma communauté, c'est un engagement communautaire aussi. Et j'y participe pour aider l'équipe à rester comme soudés ensemble. Mais moi, en participant, je tire un bénéfice aussi parce que je fais du sport.
L'engagement communautaire, si on n'y trouve pas un bénéfice, on ne va pas le faire. Le jeune, je n'ai pas besoin de le convaincre de faire du bénévolat. C'est parce que c'est quelque chose qu'il a envie de faire. Donc pour moi, si un jeune ne veut pas, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé la chose qu'il n'avait qu'il pas a envie de encore faire. compris non plus. Ok. C'est parce qu'on s'engage. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va, par exemple, s'engager au niveau communautaire à toutes les semaines, régulièrement, être là pour faire quelque chose? C'est parce qu'il trouve Une motivation et un avantage, parce que ça lui plaît, parce qu'il aime faire ça. Donc le jeune, s'il n'a pas encore trouvé ce qu'il aime faire, il va se sentir obligé, puis il n'aura pas envie. Mais c'est parce que, à mon avis, il faut qu'il trouve ce qu'il a envie de faire. Alors, je vois que, selon une définition que j'ai, c'est une disposition d'aider la collectivité ou ses membres par des actions volontaires qui nécessitent l'implication. Est-ce que si je suis payé, c'est de l'engagement communautaire ou pas? Ça dépend. Oui. Ça dépend de ce que tu fais comme engagement. Je te donne un exemple. Et moi, j'ai été chargé par la Croix-Rouge canadienne d'aller faire des formations en Haïti au niveau de l'hôpital Saint-Michel pour le personnel. Normalement, on me donne un per diem. Vous pouvez appeler ça un paiement, mais ça ne correspond pas au salaire que je ferai en restant ici, travailler pendant une semaine. Donc ça dépend. Habituellement, le bénévolat que les gens font des actions communautaires, les gens ne peuvent pas gagner la même chose qu'ils gagneraient dans la société civile. Habituellement, c'est un salaire beaucoup moindre. Puis c'est des forfaits qui nous permettent de dire qu'on touche quelque chose. Mais c'est pas la même. C'est pas ça qui motive les gens. C'est pas l'argent. Dans la communauté, c'est pas les gens. C'est le désir de participer, puis l'apport de ce que tu amènes comme contribution qui te motive. C'est pas l'argent dans la communauté. Alors, oui, Claudette. Oui, tandis que nous, à Ipmandoc, à Dokajou, on n'a jamais eu de salariés. C'est toujours les gens qui se mettent ensemble pour faire fonctionner Ipmandoc. Donc, en valorisant ces personnes-là, ça nous permet de trouver des gens pour venir nous aider à faire fonctionner Ipmandoc. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à construire un centre qui loge une clinique de premiers soins pour aider la communauté à avoir le premier soin pour aider la population. Parce que je dois te poser une question spécifique sur le paiement. Et la majorité des activités communautaires ne sont pas payées, y compris au niveau de la Maison d'Haïti. Par exemple, moi je représente l'association de solidarité aquinoise. Il n'y a personne qui est payé au niveau de l'association de solidarité aquinoise. Je vous donne un exemple de comment on peut participer à une activité ou à un engagement communautaire, mais bénéficier de ce qu'on appelle un paiement, un per diem, en participant à une activité communautaire. Mais la majorité, que ce soit l'association du Cap ou l'association de solidarité aquinoise, l'association de Miragouane et les autres, il n'y a pas de personnes qui sont payées dans ces organismes-là. Ok. Alors là, on va prendre une pause. Business, centre d'expédition pour vos lettres et colis partout en Afrique, Amérique, Europe, Asie et Océanie. K-Business Communication, point de service au chatter, vente de SIM, téléphone et activation de nouveaux numéros chatter. K-Business, nous sommes situés au 3950 Jean Talon Est à Montréal. Notre numéro est le 514-727-6060. 514-727-6060. Allô, test. Pour fête de année ça, une transfert à Bayan, il cadeau.
Mes amis, nous tendez oui pour fête de mère année ça, Unitransfer pral bay un pile cadeau. En tout cas, bien coup prend devant. Cadeau. Anessa, Unitransfer pral bay 28 cadeaux pour 28 maman, 28 messages. Un réfrigérateur, une machine à laver, un freezer, un toaster, un salon, une salle à manger, une belle chambre à coucher pour maman Péba. C'est une machine flambant neuve. À partir du 1er mars, fait à recevoir transfert l'argent on a Unitransfer pour participer à un gros tirage 28 là. Unitransfer, c'est quoi? Quel que soit canton, États-Unis ou bien Canada, de vous faire transfert avec Unitransfer pour famille ou amis en Haïti, ou bal chance gagner un gros tirage 28. Unitransfer a fait pour maman yo, sorti 1er mars pour arriver 28 mai. Madame, Messieurs, de retour pour continuer la discussion sur l'engagement communautaire. Quelle est la mission de Ipmandoc? Bon, la mission d'Ipmandoc, c'est d'aider les plus démunis. Okay. Et Max, quelle est la mission de l'association Solidarité Aquinoise? Donc, comme vous savez, l'association Solidarité Aquinoise, c'est une association de gens d'Aquin. Donc, leur mission, c'est d'aider dans tout projet qui aide à l'amélioration des conditions de vie dans Aquin, dans la ville d'Aquin et ses environs, parce que l'arrondissement s'appelle Aquin. Ok. Donc, ça veut dire que c'est une association qui travaille particulièrement ou bien au bénéfice des gens de la commune. De l'arrondissement d'Aquin. De l'arrondissement d'Aquin. Oui, parce que la ville d'Aquin et tous les environs aussi, Saint-Louis du Sud, les Anglais, puis les sections rurales de la ville d'Aquin. Ok. Marjorie Villefranche, quelle est la mission de la Maison d'Haïti? Alors, la mission de la Maison d'Haïti, c'est une mission éducative. D'abord, c'est un organisme d'éducation populaire, on peut appeler ça comme ça. Et sa mission principale, c'est vraiment de soutenir, d'outiller les personnes, les nouveaux arrivants et les citoyens du quartier à devenir, ils ont les outils pour qu'ils deviennent des citoyens. Et ça passe par des activités éducatives et des activités de soutien aussi, parce qu'on a quand même 5 gros volets d'activités. Donc, on a des programmes pour les femmes, on a des programmes pour les jeunes, on a des programmes éducatifs, on a des programmes d'intégration des nouveaux arrivants et maintenant, nouvellement, depuis qu'on a la nouvelle Maison d'Haïti, on a un programme culturel. Pour les gens d'Aquin. Ça, c'est au niveau de l'éducation d'abord. Nous, on a construit une école sur une île qui s'appelle Goroskaï, où il n'y avait pas de structure scolaire, il n'y a pas de structure du tout au niveau de l'île. Notre deuxième axe, c'est la santé. Donc, on organise une clinique de dépistage et d'information médicale chaque année avec un groupe de bénévoles qui vient principalement du Canada, mais qui vient aussi des États-Unis ou de la France. Donc, on le fait chaque année. Et puis, on veut que cette activité devienne permanente dans ce sens à Goroskaï, où on commence dès l'année prochaine avec une mission permanente où il va y avoir un auxiliaire médical qui va faire le suivi des gens qui sont enceintes ou des enfants avec la vaccination pour les enfants comme tel. Puis, comme on a une activité au niveau de l'île de Goroskaï, il y a une communauté de pêcheurs. Ces gens-là, à la faveur du cyclone, du demi-cyclone, avaient tout perdu complètement. Et puis, on est en train de travailler pour reconstituer leurs bateaux, leurs filets de pêche et leur chercher aussi un moyen de conservation pour les poissons pêchés. Le problème là-bas, c'est que les gens pêchent et vendent la journée même le produit de leur pêche. Donc il n'y a pas de... Si demain il pleut, les gens n'ont pas de moyens même pour retrouver du poisson. Donc comme étant donné qu'ils doivent vivre chaque jour, les gens qui achètent au prix qu'ils veulent, principalement. Donc ils ne peuvent pas conserver leur poisson. Donc il faut trouver un moyen pour les aider comme tel. Donc c'est les 3 principaux axes. Il y a d'autres choses aussi au niveau de l'agriculture. Et si on prend principalement au niveau de l'île de Goroskaï, les gens ne produisent pas même une agriculture non seulement locale, mais vivrière au niveau de leur propre, autour de leur maison. Achètent tout au niveau des villes. Donc on a amené un agronome pour nous aider à au moins chaque personne pouvoir avoir un petit jardin au niveau de sa propriété pour les aider. Au niveau de l'eau potable, nous, ici au Canada, on est vraiment choyé d'avoir autant d'eau. Mais sur l'île de Goroskaï, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de puits,
il n'y a aucune solution. Il n'y a pas de source. Il n'y en a pas de source d'eau non plus. Donc les gens doivent prendre un canot et traverser sur 10 km et revenir avec de l'eau. Donc il faut au moins qu'on leur donne au moins un puits cette année pour trouver l'eau. Alors, c'est beaucoup pour l'association Solidarité Oui, Aquinoise. c'est beaucoup. Éducation, santé, assainissement, pêche, etc. Donc, je pense que c'est beaucoup d'implications. Alors, je pose la même question à Marie-Claudette Siliac, les axes d'intervention de Hetman-Doc. Bon, nous avons construit un centre qui loge une clinique à de premiers soins. Nous avons aussi une sorte d'activité pour aider les gens à se socialiser, sortir de l'isolement. Et présentement, on continue l'alphabétisation parce que c'est le premier, je peux dire, qui pour aider la population à se prendre en main. Donc, on met accent plus sur l'éducation, la santé, et ça marche jusqu'à présent. Alors, quelles sont les principales activités de la Maison d'Haïti, Marjorie Villefranche? Alors, les principales activités, c'est-à-dire que d'abord, il y a ce que je peux appeler l'accueil et l'intégration des personnes. C'est-à-dire, donc, il y a l'accueil des gens, l'identification de leurs besoins, et après, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui ont besoin de services d'intégration. Donc ça peut être aussi bien d'apprendre le français, d'aller chercher du travail, de remplir des papiers pour eux, etc., de trouver tous les besoins dont ils ont besoin. Il y a tout un volet aussi d'activités qu'on a avec les jeunes. On a un programme qui s'appelle Juste pour elles, qui sont particulièrement pour les filles, mais on a aussi un programme de patrouille de rue avec les jeunes. On a un programme sportif. On a maintenant un nouveau programme pour les jeunes qu'on appelle le Fab Lab, qui est un programme de fabrication et d'activités numériques, c'est-à-dire par ordinateur. Parce qu'on pense que pour les jeunes, c'est important aussi de développer cet aspect-là, pas uniquement l'aspect sportif, mais aussi l'aspect d'apprendre à programmer un ordinateur, les choses on apprend à l'ordinateur par exemple. Il y a tout un volet femmes. Dans le volet femmes, on a 9 programmes différents. Donc ça passe des programmes de réseau de jeunes mères, un programme pour les mamans adolescentes, on a un programme pour la santé mentale des femmes qui s'appelle Voir plus loin. Il y a aussi un programme pour la mammographie, donc la sensibilisation des femmes. Donc on appelle ça la ligne InfoMammo. Donc c'est une information en créole qu'on peut donner aux femmes sur la question de passer la mammographie du cancer du sein, prévention. Donc ça c'est pour les femmes. Enfin, il y a 9 programmes différents pour les femmes. On a aussi tout un programme au niveau de l'employabilité, donc la recherche d'emploi, mais aussi la recherche d'emploi, mais comment faire le CV, comment chercher du travail, etc. Donc, il y a énormément de programmes à la Maison d'Haïti. Comme je vous dis, on a 5 axes, et sur ces 5 axes-là, il y a énormément de projets. En tout, actuellement à la Maison d'Haïti, il y a 22 projets différents, sur des choses différentes. Et ça, c'est sans compter le centre, la salle qu'on appelle le Centre des Arts de la Maison d'Haïti, qui est donc la salle de diffusion et tous les programmes artistiques. Alors c'est beaucoup pour un seul organisme. Oui. Alors Max, dites-nous jusqu'à présent, quelles sont les principales réalisations de l'association Solidarité Aquinoise? La principale réalisation, c'est la construction d'une école primaire sur l'île de Moscaï. Parce que construire un bâtiment sur une île, ça occasionne beaucoup de défis à relever. Et quelle est la superficie de l'île et quelle est aussi la densité en termes de population? L'île mesure 3 par 2 km et environ abrite 1 millier d'habitants. C'est parce que les gens, quand ils sont devenus jeunes, 22-24 ans, il n'y a rien sur l'île qu'on peut avoir comme travail, laissent Moscaï et vont vivre à Aquin qui est à côté. Donc, puisqu'il n'y a rien sur l'île. Puis les enfants, si vous vouliez avant envoyer un enfant à l'école, il faut le mettre en domesticité à Aquin ou faire le trajet ou trouver une maison là parce que c'était complètement difficile. Donc les gens, cette bâtisse sert pour d'abord les étudiants, ça sert aussi pour notre clinique. Et c'est un bâtiment qui sert d'abri aussi pendant les périodes cycloniques. Justement, dans cette cyclone, tout le monde s'est entassé dans cette bâtisse-là. Et heureusement, il n'y avait pas de décès, il n'y a rien du tout.
Donc, c'est notre principale réalisation. Ça a coûté beaucoup d'argent parce qu'on n'a pas de fonds, il faut faire des levées de fonds. Puis après ça, c'est nos cliniques. Et puis, c'est les cliniques qu'on fait, c'est les cliniques qu'on fait dans des régions très éloignées, à part l'île, où les gens doivent marcher 4 heures pour venir à la clinique. S'ils devraient arriver à Aquin, ce serait peut-être 5 heures de temps pour arriver à Aquin. Donc, il n'y a aucune structure du tout. Donc, nous, on y va. Puis, on fait tout l'enseignement aussi autour de la haute pression, du diabète, de la nutrition, puis des maladies infectieuses. À part de ça, nous, on participe à d'autres, par exemple, aux Anglais, on avait construit une espèce de puits pour que les gens puissent avoir de l'eau potable, puis qui fonctionne encore, heureusement. À qui on a participé à la réfection de l'église, puis la numération des rues, des maisons. Ça, c'est des petits détails, mais importants. Alors, Marie-Claudette Syriac, les réalisations de Edmond Doc. Alors, j'aimerais que vous situiez pour nous, Edmond Doc, c'est où, c'est dans quelle région, ou bien quelle commune en Haïti, et puis qui sont les cibles, autrement dit, qui sont les personnes cibles, ou bien les principaux bénéficiaires des réalisations de Edmond Doc. Bon, Edmond Doc se situe dans la 3e section rurale de Riarib, dans la commune de Bel-Ader, bas plateau central. C'est entre la République dominicaine et la capitale d'Haïti. Mais on se situe aussi entre 2 villes, Bel-Ader et Las Caobas. Mais la commune qui est plus proche de Edmond Doc, c'est Bel-Ader. Bon, les réalisations de Edmond Doc, quelles sont les réalisations, c'est on a construit un centre qui loge une clinique de premiers soins pour alphabétiser la population, parce qu'il n'y a rien à Dokajou. Et la localité de Dokajou est une petite localité méconnue par les grandes villes en Haïti. Donc, si on fait ça, si on arrive à faire tout ça pour la communauté de Dokajouyan en Haïti, c'est parce que c'est ma ville natale, c'est là où je suis née. Et toutes les personnes de ma génération ne savent pas ni lire ni écrire. Moi, c'est grâce à mes parents que j'ai été à l'école Les Filles de Marie à Bel-Ader, et par la suite, je suis rendue à Port-au-Prince, mais sans quoi j'aurais pu être, comment je dois dire ça, non scolarisé, un alphabète, quoi. Donc c'est pour ça, après la mort de mon papa en 1980, en avril 87, donc ce mois d'avril, ça fait 30 ans, et je viens d'arriver d'Haïti parce qu'on était allé là-bas pour commémorer l'anniversaire de ce monsieur-là, parce que lui, il est un homme parmi les bâtisseurs de la communauté de Dokajouyan en Haïti. Mais vu qu'avec la situation, la misère noire de cette population-là, on a dû se mettre ensemble pour faire quelque chose en attendant que les dirigeants d'Haïti nous aident un peu à mieux développer la zone. Parce que c'est une zone vierge. Vierge. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. C'est uniquement Edmond Doc qui est comme si le phare de cette localité-là. Mais par contre, on voit qu'il y a d'autres localités qui commencent à bouger, qui sont venues et participer à nos activités, à nos cafés de rencontre, etc. Alors, on va venir au financement. Donc, on sait que ces dernières années, il y a beaucoup de coupures et les organismes communautaires ne sont pas épargnés. Et Madame Villefranche, quelles sont vos sources de financement et comment vous arrivez à réaliser tout ça? Alors, les sources de financement d'un organisme communautaire, en général, les premières sources de financement, on regarde les différents ministères, donc à travers les différents programmes que les ministères ont.
Donc, ça peut être le ministère de l'Immigration, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, donc Santé et Services sociaux. Ça peut être aussi au niveau fédéral, le ministère des Ressources humaines, le ministère de la Santé, des choses comme ça. Ensuite, il y a évidemment la ville de Montréal, qui est un gros, qui est quand même un partenaire important pour nous. Mais quand je dis financement, ça peut être aussi un partenaire comme la ville de Montréal. Aussi bien ils peuvent nous donner des sous, mais aussi ils peuvent nous donner des installations. Comme quand par exemple la ville de Montréal nous permet d'utiliser le stade de soccer pour nos jeunes, c'est l'équivalent de beaucoup d'argent. Donc à ce niveau-là, je pense que souvent la ville fait des échanges comme ça avec les organismes communautaires qui sont très intéressants. Mais l'autre chose aussi qui est importante qu'il faut regarder, c'est que les organismes communautaires ne peuvent pas uniquement vivre des financements gouvernementaux. Il faut qu'ils aillent vers les fondations, donc vers ce qu'on appelle le financement privé. Donc effectivement, les organismes communautaires, comme un organisme comme la Maison d'Haïti, on va vers les organismes de financement privé, comme Centraide ou d'autres fondations. Et aussi des donateurs. Actuellement, on a 6 000 donateurs privés. Ok, donc j'allais de vous demander, est-ce que vous faites des levées de fonds comme d'autres organismes qui font des brunchs, qui font d'autres activités? Ok, parfait. Alors pour Association Solidarité Aquinoise, on sait que vous travaillez essentiellement à Aquin et non pas à Montréal. Où est-ce que vous trouvez des sous pour tout au moins aider ces gens-là? On fait des levées de fonds avec des brunchs, des soirées d'activités culturelles. C'est comme ça qu'on ramasse l'argent. Puis il y a des personnes aussi qui parrainent certains enfants. Ce sont les sources de financement. Okay. Okay. Alors, Marie-Claudette Syria, quelles sont les activités pour arriver à trouver de l'argent pour aider les gens à Dokajou? Les activités qu'on a fait, c'est les gens qui se mettent ensemble par leur contribution volontaire arrivent à nous dépanner. Parce qu'on a fait pas mal de démarches auprès des dirigeants de notre pays, mais on attend toujours, ça traîne, mais on espère qu'on va donner une réponse pour qu'on puisse avancer. On ne peut pas rester comme ça parce que c'est une ville vierge et c'est Dokajou, c'est vraiment là on peut récolter de tout, pistache, maïs, comment on peut dire ça, chadec au niveau des fruits, orange, citron, coton, pistache, on peut faire tout à Dokajou, mais il faut trouver l'encadrement, il faut trouver des gens qui veulent nous aider pour mieux développer la zone. Et les gens ne sont pas... On va venir à ce point, Claudette. Mais maintenant, j'aimerais savoir quels sont les projets en cours de vos organismes. Si vous me permettez, je dois mentionner que EPMANDOC, c'est le sigle de l'association d'aide aux femmes analphabètes et démunies de Dokajou. Et c'est ces femmes-là qui se mettent ensemble pour fonder cette association-là. Mais vu avec la situation, la misère noire dans cette localité-là, on a dû donner service à la population générale. Mais c'était un centre qui a été fondé uniquement pour les femmes et les plus démunies de la zone. Alors j'espère qu'on va avoir une réponse le plus vite que possible parce qu'on ne peut pas rester comme ça, il faut avancer. Alors, on est en 2017. J'ai deux questions pour Max et Marie-Claudette. En fait, je sais que les organismes communautaires qui interviennent en Haïti sont dans le même cycle que les ONG. Donc le cycle de dépendance, c'est-à-dire entreprendre ou bien concrétiser des projets qui gardent les gens soit encore dans la pauvreté ou dans la dépendance. Quels sont vos projets pour aider les gens, par exemple, non pas à attendre le poisson du pêcheur, mais à pêcher eux-mêmes le poisson et à arriver à se nourrir? Quels sont vos projets à cet effet? On te parle d'un village de pêcheurs. Il y a un petit dispositif. J'ai pris l'exemple comme ça. Un dispositif de concentration de poissons. Je ne sais pas si vous saviez c'est quoi un dispositif de concentration de poissons. C'est que les pêcheurs qui pêchent en Haïti pêchent individuellement, soit en eau profonde ou en eau
en eau profonde, plus. Non, c'est toujours au niveau de la mer. Au niveau de la mer. Alors, le dispositif de conservation de poissons, c'est comme une toile qu'on étend sur la mer avec des... NAS, c'est pas les NAS. Okay. Les NAS sont faites en rosier. Okay. Tandis que le dispositif de concentration de poissons peut se faire avec une toile normale. Okay. Qui font penser aux poissons, qui fait... Les poissons se concentrent en dessous. Et puis, les pêcheurs peuvent pêcher autour du dispositif de concentration de poissons. Okay. Donc, nous, on va les apprendre à mieux pêcher et à leur donner des dispositifs de conservation de leurs fruits de pêche. De pêche. Ça, c'est un. Puis, deuxièmement, comme je vous l'avais dit tantôt, nous, on amène des agronomes qui vont expliquer aux gens quoi cultiver et comment les cultiver pour les enlever de cette dépendance de la grande ville d'Aquin où les gens doivent tout acheter. Évidemment, parallèlement à ça, il y a des activités qui vont quand même aider en attendant que les gens se prennent en main, comme créer une cantine pour permettre aux enfants de manger le matin. On va le faire. Probablement, à un certain moment donné, les aliments qui sont servis, qu'on achète au niveau des cantines, on voudrait que ces aliments viennent de Goskaï. On va prendre une pause et puis on va revenir sur cette même question. Bienvenue chez simahost.com, je suis le propriétaire de la compagnie. Nous sommes situés sur la rue Sainte-Catherine, au 4212 Sainte-Catherine-Est, à Montréal. Nous vendons en gros et en détail. Il y a les cheveux de tresses, il y a les cheveux naturels brésiliennes seulement. Voici notre produit vedette pour faire les tresses ici à Montréal, c'est X-Soft. Ça se vend en gros et en détail. Puis il y a les bijoux fantasy et aussi quelques accessoires électroniques et informatiques et quelques produits de beauté. Soyez nombreux à venir nous visiter, on a des bons prix. Merci. L'armada internationale, bonjour. Mesdames, Messieurs, de retour après la pause, toujours autour du thème engagement communautaire. Quels sont vos projets pour sortir les gens de la dépendance, pour ne pas être dans les spirales des ONG? Et comme Max avait déjà commencé à répondre à cette question, donc vous pouvez apporter les éléments de... En fait, je vous parlais au niveau de la pêche, de la disposition du dispositif de conservation de poissons qui améliore les récoltes de pêche pour les pêcheurs comme tels. Mais nous avons construit une école. Sur une école, ça forme des gens. Et ça les forme en les alphabétisant, mais aussi au niveau culturel et autres. Si vous voyez, ça fait déjà seulement 4 ans que l'école existe. Ça fait toute une différence par rapport à ce que c'était les enfants avant et maintenant. Et ce qu'on espère, que ces enfants-là ne revivront jamais le même cycle que leurs parents, avec ce pain d'alphabétisation et d'éducation que ces enfants ont déjà reçu. Puis on travaille progressivement au niveau de l'agriculture pour la prise en main de ces personnes-là. Et évidemment, il faut commencer. Là, je n'avais rien du tout au début. Donc, on a essayé de contribuer pour amener ce qu'on amène. Mais notre but principal, c'est que les gens se prennent en main, sont capables de payer les frais scolaires pour les enfants et que les gens viennent amener leurs enfants d'eux-mêmes à l'école. Pas qu'on cherche les enfants pour les amener à l'école comme tel. Et c'est déjà fait, parce que les enfants, les parents amènent eux-mêmes les enfants à l'école actuellement. Et les gens commencent à contribuer. Parce que la première année, on avait donné tout. L'école,
le matériel scolaire, les uniformes et tout. Et au fur et à mesure, les gens commencent à contribuer. À un moment donné, ils vont contribuer complètement à l'éducation de leurs enfants, mais il faut leur donner les moyens de trouver de l'argent pour pouvoir payer. C'est parce qu'on essaie d'améliorer au niveau de la pêche. Puis s'ils pêchent, ils sont capables de vendre leurs produits, ils seront capables de payer les frais scolaires. Et cette école, c'est à quel niveau maintenant? Et c'est au niveau de 4e année fondamentale. Est-ce que vous prévoyez augmenter au fur et à mesure donc, le niveau? Et aussi au fur et à mesure, et chaque année, à chaque promotion, on ajoute une nouvelle classe. C'est comme ça qu'on fait. Alors, Marie-Claudette Syriac, quels sont vos projets pour aider que les femmes d'Okajou à sortir de la dépendance? En attendant la réponse des dirigeants de notre pays, tout ce que je fais, je peux avec l'aide des autres personnes de la localité, on va trouver un moyen pour continuer à alphabétiser les gens de la communauté. Est-ce qu'il y a d'autres membres de Edmondok ici à Montréal? Est-ce que habituellement, comme beaucoup d'organismes le font, vous faites des activités de levée de fonds pour tout au moins de réaliser ou bien continuer à soutenir vos projets en Haïti? On le faisait auparavant, mais il y a 2 ou 3 ans, on n'en fait plus. Parfois, quand on organise des activités, on n'a pas vraiment ramassé des sous pour envoyer là-bas, c'est uniquement pour payer la location de la salle, les billets les billets d'entrée. Donc ça ne rapporte pas vraiment. Alors là, on est resté en attendant qu'on trouve une solution meilleure et puis on pourra reprendre les activités, pourquoi pas. Alors, Madame Marjorie Villefranche, il y a des clichés concernant les jeunes de Saint-Michel. Et quand on dit cliché, on sait que c'est péjoratif ou bien c'est négatif. Et que fait la Maison d'Haïti pour accompagner les jeunes de Saint-Michel à se prendre en main en particulier? Je pense que effectivement, vous avez parlé de clichés parce que quand on regarde même les jeunes qui ont réussi, qu'on connaît, il y en a beaucoup qui viennent de Saint-Michel. Ce qui veut dire que c'est un cliché qu'on véhicule, fait que tout le monde reprend. Et souvent, les gens de Saint-Michel, un petit peu comme en Haïti, on en a assez d'entendre le pays le plus pauvre au monde. Bon, ben, c'est la même chose pour les gens de Saint-Michel. On est fatigué d'entendre cette histoire-là à propos des jeunes de Saint-Michel. Donc, ce que nous, on peut mettre en place pour aider les jeunes, je pense que c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a tout un programme au niveau des filles, parce que je pense qu'il y a de l'accompagnement à faire au niveau des filles, parce qu'il y a quand même des situations où les filles sont vulnérables. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là, au niveau de l'hypersexualisation et de l'exploitation sexuelle. Donc on travaille beaucoup avec les jeunes. Mais pour les jeunes garçons aussi, on a des activités, que ce soit des activités sportives, mais ce qu'on est en train de développer avec les jeunes aussi, c'est ce qu'on appelle le Fab Lab, c'est-à-dire donc des activités qui sont plus des activités, ce qu'on appelle de fabrication, de création numérique, qui font que les jeunes apprennent quelque chose d'autre. Utiliser un ordinateur, c'est une chose. Faire de la programmation, c'est autre chose. Programmer, ça veut dire qu'on a appris un autre langage et on a un plus donc, par rapport à d'autres jeunes. Et ça amène vers d'autres genres de jobs. Et ce qu'on essaie de leur dire, par exemple, c'est que ces jobs-là, ces jobs au niveau de la technologie avancée, ce sont des jobs, d'abord, il y a beaucoup de jeunes, même s'ils n'ont pas des secondaires, ils sont capables de se débrouiller là-dedans. Ce sont des débouchés intéressants pour les jeunes. Et c'est des débouchés que les jeunes aperçoivent parce que on développe, par exemple, avec le jeune, beaucoup d'activités au niveau sportif. Mais combien de jeunes qui vont être les vedettes de basketball ou de soccer? Pas beaucoup. Par contre, si on t'apprend à faire des choses un petit peu plus réelles, dans le sens, par exemple, de la programmation en ordinateur, mais là, des jobs, il y en a. Vous comprenez? Et surtout, il y a un besoin dans ce domaine. Exactement. Et c'est de dire aux jeunes, tu peux te dépasser et aller vers cela. Et ça ne nécessite pas nécessairement que tu aies réussi ton secondaire, si par exemple tu avais laissé tomber ton école, parce que des fois tu es bon dans l'ordinateur, puis tu n'es peut-être pas bon à l'école, mais là tu es bon. Donc à partir de là tu peux retourner aux études et avancer. Donc c'est vraiment de leur dire, il y a d'autres débouchés, et il y a des débouchés. Et je pense que c'est ça surtout que les jeunes, des fois, imaginent qu'il n'y a rien devant eux. C'est pas vrai, il y a des débouchés, il y a beaucoup de débouchés pour eux. Alors, j'ai parlé à beaucoup de jeunes et qui disent qu'il y a un manque de présence de modèles. Et
que prévoit Maison d'Haïti pour tout au moins présenter les modèles aux jeunes de Saint-Michel? Quand je dis les modèles de réussite de notre communauté. Mais hier encore, on avait une rencontre. Hier, il y avait une trentaine de jeunes autour de Will Prosper et d'un autre jeune qui a super bien réussi, qui était un jeune, justement, qui était un jeune sportif, et puis qui après a parti sa propre entreprise en création, en marketing, etc. Et qui est venu leur expliquer, voilà mon trajet, voilà comment j'ai réussi. Actuellement, j'ai 3-4 compagnies un peu partout. Il est installé dans le 37-37 avec M. Saint-Elmy. Et puis, il leur a expliqué que c'est quelque chose d'atteignable. Ce n'est pas des rêves. On peut atteindre ça. Donc, encore hier, on avait un jeune qui était là avec nous. Une dernière question à vous, Madame Villefranche. Vous avez un nouveau local, vous l'avez inauguré récemment et on sait qu'il y avait beaucoup de personnes de la communauté qui étaient autour de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan et nous parler brièvement de cette réalisation? Cette réalisation, on l'avait, c'est-à-dire que c'est comme un rêve qu'on a voulu tout de suite après le tremblement de terre, de se dire pourquoi est-ce que nous aussi, ici, on ne parlerait pas de construction, de rebâtir. Donc c'est un petit peu ce rêve-là qu'on a voulu réaliser. Mais quelque part, on a voulu aussi bâtir une maison d'Haïti à l'image de la communauté. Autrement dit, notre communauté, comme je dis, on n'est peut-être pas riche, mais on a des talents. Donc on a voulu construire une maison d'Haïti où le talent de la communauté pouvait s'épanouir sur tous les murs. Si vous allez dans la maison d'Haïti, en fait, les personnes qui y sont allées ont pu voir des tableaux partout, des œuvres d'art partout, parce que c'est ça qu'on a comme richesse. On est très riche là-dedans. Et donc, en matière artistique. Cette image-là fait plaisir à voir parce que justement, on en avait assez de dire que Saint-Michel, c'était des personnes pauvres et des personnes et des gangs de rue. Okay? Est-ce qu'on veut montrer de quoi on a l'air, qui on est vraiment? Et c'est ça qu'on est. On est des artistes. Et on est beau à voir. Donc, on a voulu faire une belle maison parce que la communauté est belle. Alors, Max, dites-nous quels sont les projets, je dirais, pour les prochaines années, pour l'association Solidarité Aquinoise. Nous, on va continuer avec l'école. On va construire une cantine cette année. Et il y a un projet très intéressant qu'on avait, que j'avais omis de vous dire. C'est comme Grosse Caille, les maisons sont en chaume. Et le cyclone a complètement détruit l'ensemble des maisons. Ils ont essayé de les reconstruire, mais en mettant une partie de chaume, une partie de toile. Mais il y en a aussi qui, présentement encore, j'ai été la semaine dernière, sont couchés dans les maisons tout détruites. Alors nous, notre but, c'est d'essayer de reconstruire au fur et à mesure, de les aider à reconstruire au fur et à mesure. Est-ce qu'avec les mêmes matériaux ou bien avec Non, on va essayer on va utiliser le plus de matériaux locaux, comme les pailles, on peut garder la même structure. Sauf qu'il n'y avait pas de latrine, qu'il n'y avait pas de facilité hygiénique. On va essayer à chaque maison, puis la maison avait seulement une pièce. Donc on est capable de mettre les deux familles, faites une petite maison de deux familles, mais avec au moins 2 pièces. Mais avec une facilité hygiénique, une latrine ou quelque chose comme ça. Et ça va aider énormément parce que la majorité des enfants qui consultent pour les parasitoses intestinales. Puis les personnes âgées aussi, parce qu'il n'y a pas de latrine du tout là-bas. Pas une latrine, sauf l'école qui a une latrine. Donc c'est ça qu'on est en train de travailler avec un organisme en Haïti qui va faire une inspection la semaine prochaine et voir s'ils sont capables de nous accorder un certain nombre de maisons. Et vous prévoyez ce qui arrive, c'est qu'on dit, le problème c'est qu'ils ont des programmes de construction de maisons à Léogane et dans d'autres villes, mais qui vont coûter probablement 2 fois moins que les maisons qui sont construites à Grosse-Caille. Parce qu'il faut transporter les matériaux. Même le bois, il n'y a pas de bois sur place que tu peux couper encore. Il faut transporter les planches et les bois. Donc, mais on ne va pas comme changer complètement la destinée des gens, en donnant des maisons avec des toits en tôle. Même si c'est en tôle, on va garder le même cachet. Alors, Marie-Claudette, quels sont les projets futurs pour aider les femmes à d'Okajou? Les projets futurs, continuer l'alphabétisation et construire une cantine communautaire. Et aussi, nous avons pensé aussi de faire une sorte de jardin communautaire.
Et après, on va toujours rester là. En attendant, on va continuer nos démarches pour voir si on peut trouver des gens qui pourraient nous aider à développer la zone plus au profit de la communauté. Et les projets futurs, je pense, c'est de continuer à développer les programmes qu'on a. Je pense que les programmes pour jeunes, les programmes pour femmes sont quand même des programmes qui sont importants pour nous. Et puis, disons que les difficultés futures qu'on voit venir, et non pas des projets, c'est toute la question de l'immigration, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui traversent, arrivent des États-Unis, qui traversent la frontière et qui font la demande d'asile. Donc, il y a déjà je pense qu'il y a déjà un dossier difficile qui s'en vient et on se prépare pour ça. On a pas mal de gens qui nous ont aidés et c'est ça qui nous a permis d'avancer, d'être encore utile pour le développement de la communauté. Je pense que le meilleur... vous savez, la chance qu'on a à la Maison d'Haïti, c'est qu'on existe depuis 1972. Et donc, on a le bonheur de voir, par exemple, des jeunes qui sont passés à la Maison d'Haïti, qui viennent maintenant avec leurs enfants, inscrire les enfants aux activités. Et je pense que c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir, c'est de voir que non seulement les gens ont profité, se sont développés, ont travaillé, sont devenus des adultes tout à fait décents et qui maintenant ils amènent les enfants aux activités. Donc, pour moi, c'est le meilleur témoignage. Pour vous? Écoute, ça c'est des témoignages concernant l'association de solidarité aquinoise. Oui. Ben écoute, là c'est... Heureusement, l'association de solidarité aquinoise joue d'une bonne presse ici, donc une très bonne presse. Et pour vous témoigner ça, les gens qui m'accompagnent en Haïti, on est déjà en train de préparer un voyage pour avril prochain et j'ai déjà une liste de personnes qui m'ont fait la demande. Puis les photos qu'on a passées cette année sur des maisons qui ont été détruites et tout. Moi, je travaille dans un hôpital. Il y en a même un médecin qui n'était même pas du voyage, mais qui a vu les photos, qui a fait des démarches pour avoir une place pour une exposition permanente de ces photos et qu'on puisse chaque année renouveler ces photos. Est-ce que vous pensez, après vous, il y aura des relèves pour continuer à aller de l'avant avec la gestion ou bien avec la continuité de l'organisme que vous dirigez maintenant? Je pense qu'il faut prendre ses responsabilités et préparer la relève aussi. Vous savez, un organisme communautaire, et on le sait, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps, tous les mois, on le sait, c'est pas une course de vitesse. Hein. C'est un marathon. Et il faut être un marathonien pour être là. On y va à son rythme. Pas à son rythme, mais il faut tenir le coup. Okay. Et sur la longueur, et sur la durée. Mais il faut être responsable et préparer la relève aussi. Et je pense que c'est de notre devoir de préparer cette relève. Si on revoit la Maison d'Haïti depuis 72 à nos jours, au moins ça s'appelle l'association des infirmières, nous invite à leur 40e, l'association des médecins ont fêté l'année dernière, ou il y a 2 ans, leur 40e. L'association de solidarité aquinoise existe depuis 1982, donc soit 10 ans après. Ça persiste encore. Est-ce que vous pensez qu'après vous, il y aura des gens qui continueront à assurer la relève? Moi, j'ai une fille de 25 ans qui est très active au niveau de l'association. Mon garçon est très actif au niveau de l'association. M'a accompagné. Puis, ils ont amené leurs propres amis en Haïti. Et je vous dis que ces gens-là, tantôt, on se disait, est-ce que les gens qui font du bénévolat ou de l'action communautaire ou d'engagement communautaire tirent des bénéfices? Ces gens-là, quand ils sont revenus à 20 ans et 22 ans, ils m'ont dit qu'ils retournent avec une autre vision, premièrement d'Haïti, mais de la réalité et de leur propre réalité. Oui, ça les change eux-mêmes. Hein. Ça les change complètement. Quelqu'un qui fait un voyage comme ça, un seul voyage, quand vous revenez, vous ne verrez plus le monde comme vous l'aviez vu avant. Donc, on a des relèves, nos enfants embarquent maintenant et on entraîne d'autres enfants d'autres pays aussi. Parce que moi, j'ai des Égyptiens qui me demandent est-ce que ma fille peut vous accompagner? À part les Québécois, on a des Égyptiens, on a des Libanais, on a d'autres nationalités qui nous accompagnent. Le dernier mot pour terminer. Mais moi, en tout cas, je vous remercie de nous avoir permis de parler comme ça au public et assez longtemps parce que souvent c'est 3 minutes. Oui. Voilà, on a vraiment eu le temps de parler. Mais c'est parce qu'on est chez nous. Voilà. Et vous, Arimax? Moi, je souhaite que peut-être notre contribution, que probablement notre rencontre ici peut contribuer au moins à motiver un jeune
à aller vers l'engagement communautaire. Moi, Claudette, oui. au nom des démunis de Dokajou en Haïti, merci, merci, merci. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, comme disait l'autre, la vie est un bien perdu lorsqu'on ne l'a pas vécu comme on l'aurait voulu. Vous avez entendu parler d'engagement communautaire. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est un devoir. Vous devez vous engager dans votre communauté parce que les principaux bénéficiaires sont vos progénitures. Alors, je ne vous laisse pas le choix, mais je vous fais sentir le besoin de le faire parce que demain nous appartient et à nous tous. Merci, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Les Beaux Dimanches, sur la THM, la télévision à votre image.